Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень счастливы. Сегодня у нас в гостях Анжелен Прельжокаж. Он только несколько дней в Москве на нашем фестивале Dance Inversion. Он показывает последнюю свою премьеру, балет «Лебединое озеро». И приятно, что в эти дни нашел момент прийти к нам в нашу зеленую гостиную. Анжелен Прельжокаж, конечно, звезда современной хореографии, один из самых известных chorégraphes наших дней. Je dis que nous sommes très très heureux que vous avez trouvé un petit moment pendant votre tour de 2 jours de venir nous joindre dans cette émission qui s'appelle Chambre Vert et que vous êtes un chorégraphe, une vraie étoile, un chorégraphe, un des plus importants chorégraphes de nos jours et que vous êtes à l'occasion de Lac du Cygne ici. Alors j'ai compris que c'était la directrice de théâtre de Saint-Pétersbourg, Natalia Mitieletse, qui vous a proposé de faire la Lac du Cygne. Et je me demande pourquoi avez-vous accepté finalement cette proposition et vous avez réfléchi et vous avez touché cette œuvre mythique, le Lac du Cygne. En fait, c'était d'abord une commande d'un tout petit ballet dans une soirée de gala. Elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien qu'on parle de Marius Petipa dans ce gala en hommage à son anniversaire, que ce ne soit pas que des choses anciennes, mais qu'on dise que Petipa, c'est aussi l'avenir. » Alors, il voulait une chorégraphie moderne sur le thème de Petipa, un hommage à Petipa. Alors, j'ai commencé à imaginer un petit ballet qui s'appelle Ghost, qui raconte comment Marius Petipa s'endort un soir et il rêve des cygnes qui viennent le visiter. Et le ballet était une petite chose comme ça, avec un peu de musique de Tchaïkovski. Et c'était comme une espèce de petite virus, finalement, pour moi. C'est que ça a commencé à prendre une place après, une fois que j'ai fait le spectacle à Saint-Pétersbourg. Et après, on l'a donné aussi en tournée en France. Et je me suis dit à un moment, mais pourquoi pas aller plus loin en fait que ça? Alors c'est pour ça que je dis que Natalia, c'est un peu la responsable. Mais elle n'a pas osé me dire, fais un Lac des Cygnes. Elle m'a dit, fais une petite chose comme ça. Mais c'était très habile parce qu'elle a finalement... Et après, vous avez fait la Lac des Cygnes. Est-ce que vous avez aussi un scénario précis? Qu'est-ce que passe, quand, à quel moment, combien d'héros vous avez avant que vous êtes venu dans la salle pour répéter avec la compagnie? Oui, bien sûr, j'ai élaboré une espèce de dramaturgie un peu différente, mais parce que, comme à chaque fois, je l'ai déjà dit d'ailleurs, quand je commence un nouveau ballet, je me pose une question sur 3 mots principaux qui sont le texte, le contexte et le prétexte. Alors, le texte, bien sûr, c'est la danse, c'est ma danse, c'est mon langage chorégraphique. Le contexte, c'est notre époque actuelle, parce que c'est ça le contexte, c'est comment on vit aujourd'hui. Et le prétexte, c'est le thème que je choisis. Si par exemple je choisis le Lac des Cygnes, alors je me dis quel langage je vais utiliser, donc mon langage, quelle va être les nouvelles inventions que je vais essayer de faire apparaître. Et puis le contexte, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Rien que si on prend le titre, le Lac des Cygnes, déjà on voit qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a un lac, on voit qu'il y a des cygnes. Et aujourd'hui, un lac, les lacs sont en danger à cause du réchauffement climatique. J'ai encore entendu à la télévision hier soir qu'il y a des lacs complètement desséchés. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui avaient l'habitude de pêcher, de se nourrir, de boire, etc., dans un lac. Et le lac a disparu totalement. Il est asséché. Donc il y a un vrai danger pour les lacs. Et puis les animaux aussi, qui sont en voie de disparition. Il y a 500 espèces qui ont disparu en 80 ans. Alors, c'est quand même vraiment une question qui pouvait vraiment résonner avec le Lac des Cygnes. C'est-à-dire la question écologique. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé que ce n'est pas seulement la musique de Tchaïkovski qui est suffisante pour cette œuvre et qu'il fallait changer un peu aussi la sonorité de cette œuvre? Oui, j'ai essayé de mettre des atmosphères sonores et musicales qui résonnent un peu plus d'une façon industrielle. Parce que évidemment, ce que j'ai mis en jeu dans le spectacle, c'est que qu'est-ce que c'est un prince aujourd'hui? Finalement, pour moi, je me suis dit, on peut bien sûr prendre l'héritier de Monaco ou de quelques autres dynasties. Voilà, qui restent. Mais en réalité, les vrais seigneurs aujourd'hui, c'est les industriels, les héritiers des industries. Et je me suis dit que voilà, le Siegfried peut-être était le fils d'un riche industriel qui exploite du pétrole ou des usines de perforation ou je ne sais quoi.
Et donc, voilà, donc je suis parti sur ça. Et que donc, tout ce qui est industriel, tout ce qui est urbain, parce que souvent, évidemment, ces consortiums sont installés à New York, à Londres, à Paris, voilà, à Moscou, enfin, toutes les grandes villes, les grandes métropoles. Alors, il fallait des choses qui donnent un contrepoint au romantisme magnifique de Tchaïkovski. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux versants dans cette aventure. Il y a le versant industriel et terrifiant, et puis il y a le versant romantique, c'est-à-dire que dès qu'on est dans le lac, dès qu'il y a la relation amoureuse, parce que tout ça je l'ai gardé quand même. C'est ce que je voulais demander, parce que vous avez dit que le texte, c'est le ballet eux-mêmes. Oui. Et moi, je pensais que vous, comme un chorégraphe, vous avez un langage. Est-ce que ce langage change tout le temps? Et à quel point ce langage était changé quand vous avez fait la Lac de Cygne? Aussi parce qu'il y a un langage très très fort de Ivanov et Petipa dans le ballet original. Et je suis sûre que pour quelqu'un qui s'occupe de la danse, c'est très très difficile de la mettre quelque part à côté. Ça doit influencer, en tout cas. Bien sûr, et même je dirais que ça influence et que c'est un plaisir même que d'être influencé. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois les racines et puis à la fois l'élévation, ça veut dire le changement. C'est-à-dire comment on part de l'histoire et qu'on va vers l'avenir, vers le futur. Et qu'est-ce qu'on donne à voir à travers tout ça? Alors évidemment, il y a des choses qui sont absolument incroyables dans le Lac des Cygnes original, de Ivanov, etc. Et de l'acte 2, c'est absolument incroyable. Et donc j'ai gardé des clins d'œil, des petites choses qui sont à la fois d'une complicité avec le public, les gens qui sont connaisseurs du ballet, de son histoire, etc. Et puis en même temps, je me suis adressé aux jeunes, c'est-à-dire aux nouvelles générations, en leur proposant une histoire qui leur parle, qui parle de leurs problèmes aussi. Donc, comme j'ai dit, l'écologie, etc. Moi, je me demande, quand vous étiez né dans une petite ville à côté de Paris, dans ce banlieue-là, quand vous avez entendu le nom de Petipa pour la première fois vous-même? Eh bien, j'avais 12 ans ou 13 ans, j'étais à l'opéra, invité par mon professeur de danse qui m'avait emmené là-bas pour voir le Lac des Cygnes. Donc, vraiment? Vous avez vu le Lac des Cygnes à voilà, l'opéra à l'âge de 2 ans? 12. 12, oui, j'ai dit 12 ans. Pardon, oui. Oui, 12 ans, je voulais dire ça. Oui. Donc c'était la première fois à l'opéra ou non? Oui, c'était ma première fois. 12, 13 ans. Allez, 14 ans. Ah, bon. C'était Bourgmeister, je pense, alors que vous avez vu ce spectacle qu'ils ont eu dans le répertoire de l'opéra. Oui. Ça vous a plu à l'époque? Ça vous a parlé ou pas? Vous étiez une jeune Si, ça m'a fasciné. Enfin, j'étais fasciné par le rôle du bouffon, mais peut-être c'est parce que j'étais un jeune adolescent. Alors mais je sais qu'à votre jeunesse, vous s'occupez de judo. Oui, je faisais du judo. Oui, mais c'est quand que vous avez décidé que c'est plutôt la danse qui vous tient? J'ai fait du judo et de la danse en même temps pendant un moment. Et c'était vraiment un peu... D'ailleurs, d'être d'une famille avec 4 sœurs, c'est qui vous a mené à cette idée de danse? Ou c'était vous-même? Alors c'est venu du fait qu'il y avait une fille dans ma classe à l'école qui faisait de la danse et qui m'a prêté un livre qui s'appelait « Le monde merveilleux de la danse ». Très très joli. Et dans ce livre, il y avait une photographie de Rudolf Nureyev qui était absolument sublime parce qu'il était suspendu dans un seau comme ça, à, je sais pas, 2 mètres de haut, et avec un visage mais complètement transcendé en fait. Et la légende disait Rudolf Nureyev transfiguré par la danse. Alors ça, la phrase pour moi, c'était comme transfiguré par la danse. Alors j'étais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire transfiguré par la danse? Et je voyais qu'il était tellement beau de l'intérieur, avec vraiment comme une lumière qui sort de lui. J'ai rendu le livre à ma copine d'école et je lui ai dit « Mais où est-ce que tu fais de la danse ?» Alors elle m'a invité et je suis allé avec mon pantalon blanc de judo et un t-shirt. Et j'ai pris mon premier cours de danse. Et je sais que dans la famille, ce n'était pas très bien accepté. Très mal. C'était comme une lutte. Oui, c'était très conflictuel. Très conflictuel parce qu'il y avait des tas de clichés. Ma mère travaillait à l'usine et donc elle demandait « Alors mon fils veut faire de la danse » et tout ça. Et il y avait beaucoup de gens qui donnaient des clichés complètement préconçus sur la danse, des idées complètement... qui circulent. Voilà. Et donc mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Ils pensaient que c'était un truc
saltimbanque, un peu de... Voilà, que ce n'était pas un métier, que voilà... sans compter toutes les histoires aussi de mœurs, etc. Mais ils avaient vous donné la chance de s'occuper de ce que vous avez voulu? Non. Ou c'est plutôt vous Non, avez non, je l'ai fait contre, contre eux, contre mes parents. Vraiment... Mais c'est drôle parce que je pourrais dire que je les remercie aussi. Parce que quand on vous empêche de faire quelque chose et que vous avez vraiment envie de le faire, vous vous battez pour ça, vous apprenez à vous battre. Et donc j'ai appris très tôt à me défendre et à défendre la danse aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est resté tout au long de ma vie et de ma carrière, comme me battre pour la danse. C'est-à-dire me battre pour moi dans la danse, mais aussi me battre pour la danse. C'est-à-dire aider la danse, parce que j'ai très vite compris que la danse, dans l'échelle des arts, n'était pas la première, en fait. Je le voyais même par rapport même au niveau financier, par exemple. Le ministère de la Culture subventionne moins à l'époque, surtout la danse, que l'opéra, la musique, ou voilà. Donc il y a toute une hiérarchie. En même temps... Vous voyez, par exemple, à l'Académie des Beaux-Arts en France, il n'y avait pas de fauteuil pour les chorégraphes. Il y avait pour la musique, pour le dessin, la peinture. C'est quoi cette académie où vous êtes maintenant avec Bianca? Bien sûr, et ben voilà, mais parce que vraiment je me suis battu. J'ai dit, mais c'est quand même incroyable que la danse ne soit pas à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai dit, parce qu'il y a la photographie, il y a le cinéma. Tous ces arts sont rentrés petit à petit. Et la danse, qui est quand même millénaire, n'était pas encore à l'Académie des Beaux-Arts. Donc j'ai dit, j'ai peur que la cuisine rentre à l'Académie des Beaux-Arts avant la danse. Et là, ça a créé un petit peu je crois, de questionnement. Et heureusement, il y a eu un vrai mouvement et une décision d'ouvrir 4 fauteuils pour une section réservée à la chorégraphie. Je ne savais pas que c'est à cause de votre lutte pour la valeur des danses même. Oui, mais parce qu'en fait, il y avait le fauteuil de Maurice Béjart, mais qui n'était pas un fauteuil de danse, qui était un fauteuil... Il y a une section pour les gens de la société civile, si vous voulez. Donc vous pouvez être directeur de théâtre ou un mécène ou quelqu'un, voilà. Et donc là, vous avez une place parce que vous avez aidé les Beaux-Arts. Et Maurice Béjart était dans cette section-là, mais il n'y avait pas une section pour la danse. Donc j'ai postulé pour ce poste en me disant « Ah, j'aimerais bien que ce fauteuil devienne un fauteuil pour la danse. » On m'a dit « Mais ça ne marche pas comme ça. » Et alors, après ma candidature, ils ont ouvert la section danse. Voilà. Ça, je suis très heureuse et fière même pour ça. Ben oui, c'était quand même... Et en même temps, je voulais dire qu'en même temps, Roland Petit a eu sa compagnie, et Béjart a eu sa compagnie, et quand vous étiez assez jeune, vous avez eu le vôtre. Dans le monde, disons, capitaliste, comment avez-vous trouvé ce souci pour former votre compagnie? Qui étaient les gens qui vous avaient soutenu à l'époque? Comment vous étiez capable de le faire? Moi, j'ai été soutenu, d'abord, j'ai eu la chance de remporter plusieurs concours, et notamment, surtout, le concours de Bagnolet, qui était un grand concours de révélation de chorégraphes, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la collaboration que j'ai eue avec Dominique Bagoué, qui est un chorégraphe qui est décédé malheureusement assez tôt du sida, et qui était vraiment un des chorégraphes les plus prometteurs de sa génération, et qui m'a énormément appris et qui m'a adoubé, si vous voulez, hein, et qui m'a proposé de chorégraphier dans son ballet, dans sa compagnie, etc. Et donc ça, ajouté au concours de Bagnolet que j'ai gagné, ont fait que j'ai été tout de suite repéré et aidé très vite par le ministère de la Culture, par, disons, tout le milieu qui... Voilà. Maintenant, vous avez une formidable compagnie avec déjà une grande histoire, un grand répertoire et connu partout au monde. Et je me demande combien de gens avez-vous dans cette compagnie et je ne sais pas quel est le chiffre, mais pourquoi ce chiffre-là? Alors, pour le Lac des Cygnes, on a 26 danseurs. Et pourquoi ce chiffre-là? Parce que... Ça suffit? J'aurais aimé plus, mais il faut savoir raison garder, comme on dit. Et
évidemment, il faut faire avec les moyens qu'on a. Et je me rappelle que vous avez dit que dans votre compagnie, tous les gens sont comme les fleurs différents. Chacun a son, je sais pas, taille, beauté, ambre, etc. Ils ont les âges différents aussi. Comment vous formez votre compagnie? Quelles sont les qualités que vous... Alors, je cherche, quand je fais une audition, je ne cherche pas un bon danseur. On pourrait dire, allez, je voudrais trouver un bon danseur pour ma compagnie, un nouveau bon danseur. Mais en fait, je cherche des personnes qui dansent très bien. C'est un tout petit peu, une petite nuance, un peu sémantique comme ça. Parce qu'un bon danseur, il y a déjà une espèce de formatage. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui a l'air d'un danseur. Mais même, par exemple, sur scène, moi, j'aime quand on voit rentrer quelqu'un, je ne veux pas qu'on dise « Ah, voilà un danseur ». Moi, je voudrais qu'on dise « Ah, voilà quelqu'un ». Quelqu'un avec une personnalité, avec une présence. Et donc, je cherche effectivement des personnalités qui dansent très, très bien. Voilà. Vous avez ce groupe de personnalités. Il y a souvent des grands créateurs, je ne sais pas, comme Fellini ou même Roland Petit ou Jean-Christophe Maillot qui est à Bernice, à côté, il y a une mousse. Ou même Béjart qui a eu Jorge Don dans quelques temps. Alors, il y a quelqu'un qui vous inspire, une danseuse particulière qui vous inspire. Avez-vous eu dans votre vie cette danseur ou danseuse qui vous avait inspiré pour les créations? À chaque fois, à chaque nouvelle génération, chaque nouvelle création, il y a toujours un danseur, 2 danseurs, 3 danseurs qui sortent et qui se révèlent dans mon travail avec moi, enfin dans ma compagnie. D'ailleurs, il n'y a pas de soliste, il n'y a pas de hiérarchie. Et à chaque fois, quand je commence une nouvelle création, je dis, par exemple, prenons le Lac des Cygnes, je dis, on va commencer les répétitions du Lac des Cygnes, vous êtes là, vous êtes 26. Pour l'instant, j'ai une structure pour le ballet, j'ai une dramaturgie, mais je n'ai pas décidé que tu vas faire Siegfried, que tu vas faire Le Cygne, que tu vas faire Odile, que tu vas faire Rothbard. On va commencer à travailler et c'est vous qui allez prendre la place. Ce n'est pas à moi en fait de décider, c'est à vous de vous impliquer et de me montrer qu'en fait vous êtes Rothbard, vous êtes Odile, vous êtes Siegfried. Chaque fois votre création, et c'est à chaque fois comme ça. Et on travaille. Et par exemple, les duos, je commence quasiment au début. Je ne dis pas que jusqu'à la fin, tout le monde travaille. Mais par exemple, si on est 26, ça fait 13 couples. Eh bien, il y a 13 couples qui commencent à travailler le duo principal de l'acte 2, par exemple. Et puis, au fil des répétitions, je dis, bon, bah, on va travailler un peu plus serré, plus restreint, et puis on resserre. Et en général, dans votre compagnie, vous n'avez pas les hiérarchies? Non. Non, parce que quelqu'un qui a un grand rôle dans le Lac des Cygnes, dans un autre ballet, sera peut-être moins utilisé parce que, par exemple, je viens de faire un ballet qui s'appelle Deleuze-Hendrix, c'est sur de la philosophie, sur la musique de Jimi Hendrix. Peut-être que ces interprètes qui sont solistes dans le Lac des Cygnes ne vont pas se révéler les plus appropriés pour danser ce rôle. Bien sûr, ils pourront le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui va se révéler. Quelle est votre idée de beauté? Parce que dans la danse classique, il y a une beauté, disons, très particulière. Mais pour vous, la beauté sur scène, c'est quoi? Et aussi, je voulais demander, pourquoi avez-vous parti au Japon? Et est-ce que le Japon a changé un peu vos idées en général? Oui, alors il y a eu un grand moment où j'ai passé 6 mois à apprendre une danse du No. Une danse? Une pièce de No. Et c'était vraiment formidable parce que j'ai passé 6 mois à faire une danse qui dure 3 minutes 40, un truc comme ça. Et c'est très très simple, c'est une danse qui rentre en carré comme ça, où l'acteur de No fait une sorte de circuit et avec un éventail, il commence à raconter le prologue qui va venir, du drame qui va venir. Et pendant 6 mois, j'ai fait ça. J'ai répété la même chose. J'ai habité 9 mois au Japon, je comprends très bien cette mentalité. Et c'était jamais bien, et c'était jamais ça. Ah oui. Alors c'était drôle parce que mon maître de No, il m'a appris, j'ai appris la chorégraphie en 20 minutes. En 20 minutes, je le savais. Oui. Alors il m'a dit qu'il était impressionné de ça. Mais après, son impression s'est arrêtée là.
Jamais c'était tellement exact qu'il a voulu. J'ai appris en 20 minutes et pendant 6 mois, j'ai essayé d'améliorer ça. Donc c'est quand même c'est très japonais. C'est sûr, c'est très japonais. Mais c'était merveilleux ce que j'ai appris. Parce que j'ai appris des choses qui sont plus profondes, qui vont au-delà de la forme, qui vont au-delà de tout ça. J'ai appris à maîtriser la résistance de l'air, par exemple. C'est-à-dire de comment, à travers le mouvement, on peut donner une autre épaisseur à l'air. C'est-à-dire qu'avec la vitesse, on a l'impression que l'air est très fluide. Mais si on ralentit et qu'on appuie, on peut donner l'impression que l'air est épais et résistant. Et c'est toutes ces textures que l'acteur de No travaille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se déploie parfois dans un espace extrêmement compact, dans une matière très très serrée, et parfois dans une matière très fluide, légère. Et tous ces changements de matière, c'est un travail à la fois mental et physique qu'il faut maîtriser. Quand vous avez fait la gravité, c'était un peu ça? D'essayer de voir comment cette gravité, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est formidable que vous disiez ça, parce que c'est exactement ce travail que j'ai développé à un autre niveau, dans une autre thématique, un peu plus scientifique, un peu plus... voilà, mais ça fait partie de ça, oui. Si maintenant, vous avez fait tas de créations, mais si on va vous demander de citer le plus important pour vous-même, ce sera quoi? De quoi? De ce que vous avez créé, de tous les spectacles. Difficile, mais peut-être celles qui ont changé. Pour moi, c'est évidemment, par exemple, pour moi, Roméo et Juliette ou Le Parc, mais pour vous, ça peut être absolument différent, parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde de côté. Oui, je ne sais pas, parce que vous savez, je crois que les artistes, les créateurs, ont toujours une affection particulière pour leurs enfants malades. Et c'est comme les êtres humains. On protège plus si on a un enfant plus fragile, qui s'enrhume tout le temps, etc. Et celui qui est en forme, qui court partout, on le laisse vivre parce que, voilà. Alors il y a beaucoup de ballets qui sont très aimés, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été très très appréciés, et qui ont une vie incroyable. Et puis il y a des ballets que vous aimez, pour lesquels vous avez travaillé dur, pour lesquels vous avez investi, qui rencontrent pas le même succès. Et souvent c'est ceux-là où vous vous dites quand même il y avait vraiment quelque chose là. Et il y a eu une espèce de, peut-être comme un rendez-vous raté, peut-être avec le public, ou bien c'était trop tôt, trop en avance, ou pas au bon moment, ou il y avait des problèmes peut-être, je ne sais pas, politiques ou sociaux, qui fait qu'une œuvre n'arrive pas. Mais après, ça peut revenir aussi. Ça. Et quand vous créez une œuvre, vous pensez au spectateur à ce moment-là. Quel effet ça va faire au spectateur? Je suis sûre que, par exemple, ici, ils vont pleurer, ou ils vont rire, ou ils vont je ne sais pas quoi. Au moment de création. Oui, au moment de la création, en fait, le spectateur, c'est moi. Hein. C'est-à-dire que je veux pouvoir rire, je veux pouvoir pleurer moi-même. Si je peux rire moi-même et pleurer moi-même, je me dis peut-être il y a une part du public qui sera comme moi, qui aura la même sensibilité. En même temps, quand vous créez un spectacle de danse, un ballet, vous avez plusieurs collaborateurs. Déjà compositeurs, souvent vous avez travaillé avec le compositeur vivant, même vous avez commandé la musique. Et aussi, bien sûr, les gens qui font les décors et les costumes, comme Gauthier ou comme Chipourine ici, ou comme Gupta aussi, quand il a fait les décors à l'époque, quand vous avez travaillé à Bolchoï. Comment vous choisissez vos collaborateurs? Je les choisis en fonction, évidemment, de la thématique. Hein. C'est contexte, prétexte, etc. C'est un peu la même question. C'est quelle est la meilleure personne pour parler de ce sujet aujourd'hui? Voilà. Donc, je réfléchis, je cherche, je m'enseigne, je lis, je vais voir des expos. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui revient plusieurs fois. Parce que c'est un peu... les idées, c'est comme les yaourts, vous savez, il y a une date de péremption. C'est-à-dire, vous regardez, c'est valable jusqu'à telle date. Alors, moi, je suis très, très sensible à ça. Il y a quelque chose qui reste pour toujours dans votre Winterreise, Schubert. Vous parlez de mort. Oui. De mort ralentie, je ne sais pas comment dire en français exactement. Vous pensez à mort? Si je pense à la mort? Si vous pensez à la mort. Oui, bien sûr que je pense à la mort. Et si vous êtes un croyant, et qu'est-ce que c'est la mort pour vous? La mort, c'est...
Bah, c'est une question qui est liée au temps. Le temps et la mort, c'est très très lié. On oublie ça peut-être un peu. C'est que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de temps, mais s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mort. Si le temps s'arrête, on est comme on est, on reste pareil. Donc, le temps et la mort sont frères et sœurs. Donc, faut remercier peut-être le temps et peut-être la mort. Parce que je sais aussi que vous avez passé 1 an dans les montagnes, presque 1 an peut-être. Oui, oui. Vous avez réfléchi sur la vie, pourquoi vous avez besoin de ce temps-là? Vous avez découvert la nature, vous voulez juste mettre le monde à part, toutes les questions quotidiennes à part? Non, c'est ça, c'est trouver le moment de reculer un peu. Parce qu'on est dans nos villes, justement, dans nos sociétés, on est tellement sans arrêt happé par le monde, par les sollicitations, avec les téléphones. Maintenant, c'est encore pire qu'avant. On ne sait plus dans quoi on est, en fait. On est comme une paille dans une botte, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On est une graine dans une multitude, dans un sac de blé, je ne sais pas. Et c'est bien un moment de sortir de là et de regarder ce qui se passe. Et pour ça, il faut vraiment s'éloigner. Alors la montagne, c'est une belle métaphore, parce que ça veut dire qu'on prend de la hauteur et on regarde d'en haut. Hein. Et vous avez fait assez récemment, un spectacle basé sur le conte de fées chinois pour les jeunes spectateurs. Oui. Est-ce que vous pensez que notre code culturel restera, que les jeunes spectateurs vont comprendre, je ne sais pas, nos idées, nos émotions, ou dans leurs gadgets, téléphones portables, ils ont besoin d'autres choses que nous ne comprenons pas non plus? Alors, je suis presque optimiste. Je trouve que quand des jeunes découvrent le spectacle vivant, en fait, ils ont une autre approche. Ils découvrent vraiment quelque chose. Parce qu'entre la télévision, le cinéma, le téléphone, les séries, tout ça, finalement, on est toujours devant une image. Hein. On n'est pas devant une réalité physique. Alors que le spectacle vivant, c'est vraiment... c'est quelque chose de... C'est assez communautaire. C'est-à-dire que si on prend une salle de théâtre à 1 heure de représentation, on a, disons, 1000 personnes dans la salle de public. On a, par exemple, 30 musiciens dans la fosse. On a des danseurs sur scène. Tout le monde participe à la même chose, au même moment. Et il y a vraiment quelque chose qui est comme un rituel, en fait. Et je crois qu'on est en demande de rituels, et surtout, c'est qu'on est en manque de rituels, parce qu'on a oublié les rituels. Heureusement, il y a des moments dans la vie, comme les mariages, les enterrements, voilà, qui sont des moments de rituels où on se réunit autour à chaque fois d'un événement, et on dit, voilà, on est tous ensemble pour parler de ça, d'un mariage, d'une naissance, d'une mort, etc. Et le spectacle vivant, c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose où on se retrouve autour d'une histoire, autour de quelque chose qui a fondé souvent les concepts même de nos sociétés. Et c'est important de revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les pièces de théâtre, toutes les mythologies, en fait, elles traversent l'histoire du théâtre, de la danse, de la musique, etc., de la peinture, parce que ces mythologies sont fondatrices de nos civilisations et de ce qu'on est, en fait. Merci beaucoup. Je suis très heureuse que vous étiez... C'est déjà fini. Avec nous, j'ai des millions de questions. Oh, j'adore vos questions. Je voulais vous poser une dernière question. Je vous écoute. Mais, oui, ok. Alors, si vous allez définir vous-même, quelles sont les choses primordiales pour vous? Je ne sais pas, un homme, chorégraphe, un Albanien, un Français, une être humaine, je ne sais pas. Comment vous allez définir vous-même? J'aime bien une être humaine, parce que c'est féminin et je suis masculin. Donc j'aime bien l'idée que, en fait, je ne suis pas masculin, mais je suis pluriel. Merci beaucoup. C'était Angelén Preljokáš à notre Zeleная гостиная, notre chambre verte. Spasiba.